De Mouloud Pharaoun, le fils du pauvre, chapitre 11, suite. Pendant la nuit, le temps changea brusquement, comme cela arrive toujours en mars. Il se mit à pleuvoir. La pluie crépitait avec violence sur les toits, le vent chantait lugubrement dans les longues ruelles et passait à travers les interstices des portes. Ma mère commença à songer à sa sœur. Mon père essaya de la rassurer, mais elle avait de tristes pressentiments. Las de l'écouter et suffisamment embarrassé, mon père se leva, s'habilla et sortit. Nous l'entendîmes appeler son frère, avec lequel il se concerta. Ils réveillèrent d'autres cousins, puis revinrent chez nous pour tenir conseil. Ils étaient 5 ou 6. Ils avaient chaussé leurs sandales de peau, s'étaient enveloppés dans de vieux bournous, avec le capuchon sur la tête et les pans noués derrière le cou. Ils étaient armés de bâtons pour se diriger dans l'obscurité. Cependant, la pluie avait redoublé de violence, et au moment de sortir, les grosses gouttes tombaient comme des rafales de grêlons. Ils s'enfoncèrent dans la nuit noire, nous laissant inquiets. Eux-mêmes s'en allaient tristes et silencieux, pataugeant dans les petites mares boueuses à la file des fantômes. Du bas de la colline où se perche le village, ils purent entendre le torrent d'Amalou gronder avec colère. Le matin, à mon réveil, je vis le burnous de mon père suspendu à une patère fichée dans le mur près de la porte. Il était mouillé et sale, il s'égouttait sur le seuil. Mon père, enfoui sous une couverture, dormait dans son coin. Ma mère avait les yeux rouges, on n'avait pas retrouvé Khalti. On ne devait jamais plus la revoir, et le mystère de sa disparition restera une énigme pour toute la famille. Pour ma part, je crois qu'elle périt emportée par le torrent impétueux qui passe non loin de la chaumière. La rivière du Sébaou ou ses affluents abandonnent parfois dans la plaine de Tizi Ouzou, sur leurs rives spacieuses et indolentes, quelques cadavres tuméfiés, au ventre gonflé comme un ballon, avec des bleus sur tout le corps, les paupières noircies, les lèvres boursouflées, la langue enflée sortant à moitié par un coin de la bouche. Khalti fut-elle ainsi rejetée par le fleuve? Nous ne le sûmes jamais. Lorsqu'on trouve un de ces morts, l'information passe de village en village, des gens vont reconnaître le cadavre, le ramènent chez eux, il reçoit la sépulture selon les rites en usage. Sinon, il est enterré Dieu sait comment, et la famille cesse d'attendre le disparu. C'est ce qui nous arriva. Aucune trace de Khalti malgré une semaine de recherche. Il devint même douteux qu'elle fût descendue au champ, et le berger n'affirmait plus rien depuis que les femmes soutenaient une autre thèse. Je n'avais pas menti en rapportant les paroles de Khalti lorsqu'elle était passée devant l'école. On se hâta de déduire que la folle, telle une sainte des temps bibliques, s'en était allée de vie à trépas, rejoindre sa sœur bien-aimée, avec des moyens terrestres, comme s'il s'était agi d'un changement de résidence. Les gens sensés n'en croyaient rien, et ma mère, dans sa douleur, déplorait l'horrible mort qui avait emporté sa sœur. Dire que nous pleurâmes beaucoup Khalti serait peut-être exagéré, car depuis la mort de Nana, c'était en quelque sorte le deuil permanent dans la maison, sans compter tous les ennuis qu'il nous fallait supporter. Une certaine dose de chagrin et de pitié mise à part, nous étions plutôt fatigués de cet état de choses et nous désirions ardemment un peu de joie et de bonheur. Il n'y eut que ma mère à ressentir cruellement cette nouvelle perte. Elle disait qu'elle voyait tomber le dernier rameau de l'arbre familial, pauvre rameau d'un arbre desséché, qu'elle était seule désormais, qu'elle n'avait d'autre refuge que le toit de son mari et d'autres affections que celles de ses enfants. Parfois aussi, elle se reprochait d'avoir négligé sa sœur.
Nous, les enfants, nous comprîmes également que nous perdions quelque chose. La maisonnette de mes tantes fut vendue par mon père à un voisin qui abattit tout de suite la cloison. Nous nous désintéressâmes du chant tragique. Nos cousins, les Haït Moussa, le vendirent et se partagèrent l'argent. Nous n'eûmes plus alors notre bon refuge, notre cher nid, personne à aimer en dehors de nos parents, personne qui s'intéressât à nous. Nous n'avions plus qu'à nous serrer peureusement autour du père et de la mère.